Bonjour messieurs, bonjour mesdames. J'ai la lourde tâche donc d'ouvrir le bal des restitutions, mais en pensant aussi aux horloges biologiques qui se signalent, donc il ne faudrait pas consommer trop de temps. Et je vais peut-être épouser la tradition de l'AUF en faisant une présentation en 180 secondes. Mais je ne dis pas toujours la vérité. Hein. Si possible. Bien, alors nous avons donc travaillé autour donc, du contexte de 3 pays. Et je rappelle que cette présentation, je la fais aussi au nom du collègue du Burkina, qui est Issa Momoula, et du collègue du Cameroun, qui est Innocent Fozing, qui est dans la salle, et aussi au nom du collègue Kei Mathias. Et je crois que les Mathias aujourd'hui sont à l'honneur avec Keliem Mathias. Alors, nous avons donc conduit ce travail. Pardon, fais passer les... Oui, pour faire passer. Oui. Alors, nous avons donc rappelé ce contexte dans lequel... Je vois. Ce contexte dans lequel nous avons travaillé et autour donc des facteurs institutionnels favorables et ou encore défavorables à la transition école-collège. Et donc pour gagner dans le temps, je vais faire l'économie des questions de méthodologie, mais en rappelant que nous avons mis en place un plan donc, de travail, de collecte de données en 2 grandes phases. Une collecte quantitative et une deuxième collecte qualitative. Et c'est les résultats que nous allons regarder ensemble, les résultats majeurs et les perspectives aussi de ce travail. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir au terme donc, de cette recherche? On va retenir simplement... On va retenir la question donc, des changements institutionnels nécessaires dans cette transition école-collège. On va aussi retenir qu'au cours de cette enquête, il ressort que la communication sur la politique de la transition demeure très faible donc, par rapport à cette progression. On retiendra aussi la question des infrastructures qui revient, mais aussi des matériels didactiques et la question donc, de l'encadrement scolaire et enfin l'implication parentale dans ce processus de la transition école-collège. Ça, c'est pour donc les grandes conclusions auxquelles on aboutit dans ce travail. Quelles sont les recommandations, on peut dire, qu'on va pouvoir rappeler? Quelles sont les recommandations sur lesquelles notre travail débouche? Alors, en termes de recommandations, diapo, en termes de recommandations, là, nous sommes sur les objectifs qu'on devrait dépasser. Alors, d'abord, nos impacts. Allez-y. Voilà. On peut garder cela. Déjà, en 4 grands blocs, améliorer l'accessibilité, et je crois que tout le monde s'en doute, par rapport aux programmes ciblés qu'on peut mettre en place. Réduire les disparités de genre qui sont apparues donc, dans ces résultats, investir dans l'éducation des chefs de ménage, surtout parce que l'étude nous fait comprendre que les chefs de ménage, le niveau d'instruction des chefs de ménage a une incidence sur les résultats ou la transition école-collège. Mais en même temps aussi, les questions financières, donc des ressources financières, ont elles aussi un impact donc, sur la transition école-collège. C'est valable donc dans le milieu rural, mais c'est aussi valable dans les zones urbaines défavorisées. Alors, de ces impacts que nous avons découverts, nous allons aller vers, j'allais dire, la fin de cet exposé. Si vous, la diapo suivante. Alors, donc, les liens à établir entre les résultats de notre travail et les objectifs de l'ODD 4, en rappelant ces éléments. Donc, on voit bien d'abord, dans un premier temps, qu'il faut éliminer les barrières de genre et améliorer le revenu des ménages. Ensuite, augmenter le niveau d'instruction
donc des chefs de ménage, et plus les chefs de ménage ont un niveau d'instruction avancé, et surtout quand ce sont des femmes, cela contribue de façon significative donc, à la transition école-collège. Rappelons en troisième point la question donc, de l'offre scolaire en matière d'infrastructure, et dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, on sait que les collèges de proximité développés avec le concours des bailleurs permettent donc d'améliorer cette transition école-collège, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain défavorisé. Et enfin, améliorer l'encadrement scolaire par l'instruction aussi des chefs de ménage, puisque je rappelle encore que lorsque leur niveau d'instruction est élevé, cela a une incidence sur la transition. Alors, pour boucler, c'était le dernier diapo, hein? C'est ça. Alors, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'il faut mettre en chantier? Ce qu'il faudrait mettre en chantier, c'est déjà pour nous compléter l'étude qualitative, parce qu'on n'a pas utilisé tous les instruments, tous les éléments, toutes les informations provenant de l'enquête quantitative. Et aussi, on suggère la mise en place d'un observatoire qui permettra donc d'observer comment l'évolution de cette politique en matière de veille sur la transition école-collège. Voici donc, pour boucler, d'accord, les points majeurs, les points essentiels qu'on voulait partager avec vous. À l'occasion des échanges qu'on aura pendant ces 3 journées, je pourrai donner des informations complémentaires sur ces différents points. Je vous remercie. Vous restez. Merci, professeur, pour cette présentation qui nous permet de situer la recherche dans un cadre multi-pays. Et c'est important d'avoir le processus que vous avez suivi dans cette approche comparative peut-être, et dans cette approche méthodologique qui peut être édifiante pour le type de recherche qui se fait entre 3 pays en l'occurrence. Alors, vous savez que dans la conception du séminaire, il y a une restitution qui est faite par le coordinateur ou le porteur de projet, et cette présentation est suivie par des réactions de la part d'un référent scientifique. Alors, le référent scientifique, ça peut être quelqu'un du conseil scientifique, l'un des membres du conseil scientifique, ça peut être un expert externe au conseil, donc ça peut être les deux aussi qui accompagnent la recherche. Alors, dans cette première présentation, donc j'invite Mathias Kielen à présenter, à réagir par rapport à cette restitution, puisqu'il a assuré l'accompagnement de cette équipe de recherche. Merci Mohamed. En 3-4 minutes. Oui, beaucoup moins peut-être. Merci Mohamed. Il faudrait peut-être que je restitue certaines informations, parce qu'en réalité, le référent scientifique qui a suivi le travail pratiquement jusqu'à la fin, c'était Martial Dambélé de l'Université de Montréal, avec un accompagnement de Pascal Guibert de l'Université de Nantes. Et moi, je suis venu en fait vraiment en dernière position, quand les deux n'ont pas eu le temps nécessaire pour achever le travail qu'ils étaient en train de faire. Alors, ce que je veux juste dire, c'est que le travail tel que vous l'avez vu, bon, c'est vrai qu'il est passé très vite sur la partie méthodologique pour gagner du temps, mais il y a un élément essentiel qu'il faudrait quand même ajouter, c'est que la conduite du travail a rencontré un certain nombre de difficultés internes, ce qui n'a pas permis de conduire la méthodologie de manière égale dans les 3 pays. Donc, l'étude quantitative a été faite aussi bien en Côte d'Ivoire, au Cameroun qu'au Burkina Faso. Par contre, l'étude qualitative n'a pu se dérouler qu'en Côte d'Ivoire. Du coup, les conclusions que vous avez vues sont beaucoup orientées vers ce qui a été observé en Côte d'Ivoire,
avec des conclusions partielles pour ce qui concerne le cas des deux autres pays. C'est ça aussi qui justifie justement le besoin de compléter l'étude qualitative en repartant vers les deux autres pays pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir mobiliser comme information afin de compléter cette approche comparative qui avait été engagée et qui, bien sûr, a donné déjà au niveau des résultats quantitatifs un certain nombre d'informations très, très importantes dont il vient de parler ici. Et bien sûr, la mise en place de l'observatoire, c'est un élément important aussi parce que ça permet de suivre le dispositif de manière plus régulière et non pas une intervention par à-coup. Parce que c'est pour permettre de voir dans quelle mesure on peut amener l'information au fur et à mesure que les éléments se font. Quand nous avons suivi tout de suite l'exposé du professeur à la conférence inaugurale, nous voyons jusqu'à quel point c'est complexe et que c'est multifactoriel. Ici, on a isolé quelques éléments pour faire une approche analytique, mais il est clair que ce n'est pas exhaustif. Alors qu'en mettant en place un observatoire, il y a beaucoup de chances au niveau de chacun des pays de parvenir à avoir du moins un certain nombre de facteurs intra-pays dont l'importance n'est pas la même que ce qu'on aurait observé dans un autre pays. Alors que là, on est plutôt allé vers un certain nombre de facteurs dont l'importance différenciée n'est pas tout à fait, comment dirais-je, indexée. Et comme on n'a pas pu conduire comme il a été prévu l'étude qualitative dans les deux autres pays, ça laisse un peu, disons, comment dirais-je, un goût d'inachevé, mais qui va être complété parce que nous avons continué les échanges même avec les références scientifiques qui avaient commencé le travail. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui seront prises en charge dans le cadre d'autres partenariats, et notamment dans le cadre de certaines chaires UNESCO que nous avons contactées. Voilà, Mohamed, un peu de complément. Merci. Merci. Merci pour cette qualité de la présentation, pour le respect de l'horaire. Alors, nous allons passer à une deuxième restitution. C'est un deuxième projet de recherche, mais qui porte sur un seul pays, en l'occurrence le Burkina Faso. Malheureusement, le professeur Jean-Claude Bationneau devait intervenir à distance, mais on a des difficultés pour le joindre. Donc, solution de rechange, il faut toujours s'adapter. C'est que j'ai demandé à mon amie, ma collègue Micheline Durand, qui a accompagné cette équipe-là pour nous présenter un petit peu les éléments essentiels de ce projet-là. Elle va en même temps avoir l'autre statut pour réagir à cette restitution, parce qu'il a déjà envoyé ses diapos. Malheureusement, il n'est pas là. Micheline. Alors, bonjour tout le monde. Alors, j'ai été justement la personne qui a accompagné le groupe de recherche du professeur pour sa recherche qui s'intitule « Les freins et les leviers de la transition école-collège, contribuer à la réalisation d'une éducation de base obligatoire au Burkina Faso ». Nicolas, c'est toi qui fais le... D'accord. Je vois rien. Il faut juste que je le mette. Alors, on retrouvait 3 éléments de la thématique qui sont très importants. Le premier élément, c'est qui a un rapport avec le redoublement, les abandons et le niveau de réussite globale en classe de 6e année en français et en mathématiques. La thématique 2 traitait de l'insuffisance dans la mobilisation des moyens financiers, le déficit des infrastructures du matériel didactico-pédagogique et finalement la thématique 3 des éléments de l'environnement scolaire qui agissent comme des freins, c'est-à-dire les lieux d'habitation, le manque de bibliothèques, etc.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la problématique de la transition entre le CM2 et la 6e année, c'est une préoccupation des systèmes éducatifs, donc on le voit depuis ce matin. C'est une préoccupation qui a suscité cette étude qui a réfléchi sur les thématiques qui sont nommées, donc les performances scolaires, les déterminants pédagogiques et didactiques, ainsi que les caractéristiques des sous-secteurs primaires et post-primaires. Au niveau de l'analyse des déterminants, le premier objectif était d'identifier les déterminants pédagogiques et didactiques, donc le manque de qualité du matériel didactique et des autres ressources qui agissaient comme un frein. Le deuxième objectif portait sur l'analyse des effets de l'environnement scolaire. Donc, on a identifié plusieurs éléments de l'environnement qui sont un frein au maintien des élèves à l'école. Le troisième objectif portant sur le pilotage et ses effets. Donc, identifier les insuffisances du pilotage et des ressources humaines qui influencent les performances des résultats des élèves. Et finalement, il y a eu des propositions de stratégie, dont des exemples de qu'est-ce qui pourrait favoriser la transition école-collège. La démarche qui a été adoptée en 5 temps, donc il y a eu d'abord une adoption de la démarche et la conception des outils. Donc, il y a eu enquête, donc beaucoup d'outils qui ont été élaborés. La deuxième étape était la collecte des données par plusieurs équipes sur le terrain. Alors, il faut souligner que cette étape-là a été vraiment très difficile, étant donné que la recherche s'est située pendant le temps de la pandémie et qu'en plus, au Burkina, il y avait des problèmes de sécurité dans certaines régions, donc qui rendaient certaines régions très peu sécuritaires et accessibles pour aller faire la collecte de données. L'étape 3, donc, saisie de données grâce au logiciel Sphinx, c'est le fameux logiciel qu'on parlait d'analyse de données. La quatrième étape, c'est l'organisation d'un atelier de restitution des résultats de la recherche. Et finalement, la finalisation du rapport de recherche selon le canevas que l'AUF et Apprendre avaient demandé aux différents chercheurs. Alors, 5 conclusions importantes. La première, prioriser une révision du programme de CM2 en début de 6e année. Deuxième, établir une continuité entre les programmes et les pratiques pédagogiques, donc continuité au niveau des stratégies et des pratiques pédagogiques. Le troisième, c'est l'implication des parents. Donc, amener les parents à participer au choix des établissements. Alors, on parlait tantôt d'établissements privés et d'établissements publics et d'établissements qui pouvaient avoir certaines filières qui étaient différentes d'une institution à l'autre. Quatrièmement, instituer un cadre de concertation entre les encadreurs des 2 heures d'enseignement. Alors, ça aussi pour viser la cohérence, la continuité et finalement favoriser la construction des bibliothèques dans tous les cas pour favoriser les apprentissages. Alors, les impacts de la recherche, donc on a identifié 4 impacts. Premièrement, il y a des articles publiés et d'autres qui sont en cours pour les revues, les ouvrages collectifs. Et deuxièmement, il y a eu 10 communications prévues lors des journées de didactique des disciplines du laboratoire. Ensuite, il y a eu des conférences, donc une soumission du thème Transition collège au MENAPLN pour qu'il soit l'objet d'une conférence pédagogique annuelle. Et finalement, il y a une requête pour la formation des enseignants, la construction de salles et la sensibilisation des parents, donc au niveau institutionnel. Alors, quels sont les liens avec l'ODD 4? Alors, au niveau de la qualité, offrir une meilleure formation professionnelle et académique aux enseignants et les équiper à l'aide de bibliothèques. Aussi la hausse de l'accès, donc augmenter le nombre de classes afin de réduire les distances et d'en faciliter l'accès, puis sensibiliser les parents à scolariser leurs enfants. Alors, on disait que les écoles étaient surtout situées en milieu urbain et qu'en région, les écoles étaient très éloignées, ce qui demandait aux élèves du collège une longue route avant de se rendre à l'école. Réduction des inégalités de genre. Alors là aussi, c'était régler la question de l'habitat et de la nourriture pour les filles. Alors souvent, les filles qui sont obligées de déménager de la maison, qui habitent hors de leur famille, il n'y a rien pour assurer, dans le fond, les coûts pour l'habitat et la nourriture. Donc, ils sont obligés des fois de travailler ou de faire certains services pour assurer leur sécurité. Et finalement, la continuité éducative qui doit être favorisée afin de limiter le décrochage scolaire en favorisant une meilleure compréhension de ses causes et de ses conséquences. Alors finalement, quelles sont les actions de recherche à mettre en œuvre? Premièrement, la cohérence entre les programmes, donc entre le CM2 et la 6e année. Cohérence au niveau qu'on disait, autant au niveau didactique et pédagogique et curriculaire. Et finalement, avoir une meilleure préparation des élèves de CM2 à aborder la 6e année.
Alors là aussi, il faudrait avoir des activités pour favoriser la réussite de leur scolarité. Alors maintenant, je prends mon deuxième chapeau. Alors, il m'a fait plaisir aujourd'hui de vous présenter cette étude-là parce que la recherche a été réalisée de façon très rigoureuse. Le cadre de référence était bien développé et la collecte de données a été effectuée, comme je vous dis, auprès de divers acteurs du système scolaire de différentes régions du pays, malgré les nombreuses contraintes que je vous ai nommées. Les résultats obtenus sont assez similaires à ceux de d'autres recherches réalisées sur le sujet, mais ils sont quand même contextualisés au Burkina Faso. Donc, ils prennent toute leur valeur et mériteraient d'être non seulement diffusés, mais aussi d'être pris en compte par les autorités concernées. En ce sens, il faudrait prioriser les recommandations qui ont été formulées et se donner un plan d'action national pour leur mise en place. Alors, quels seraient alors les leviers favorables à une transition plus efficiente? Alors, parmi les recommandations proposées liées nécessairement à des décisions politiques, certaines se situent au niveau structurel du système scolaire, tandis que d'autres relèvent davantage de la pédagogie. Alors, étant donné mon expertise en évaluation, je conçois qu'en visant l'amélioration des modes d'évaluation au primaire et au collège, il serait possible de renforcer les compétences des enseignants et de favoriser le rapprochement des deux niveaux dans des approches curriculaires et dans les pratiques enseignantes. Alors, en effet, en mettant en place des pratiques évaluatives plus inclusives tant au primaire qu'au post-primaire, les élèves seront davantage soutenus dans leur apprentissage par des contenus, des processus, des structures et des productions différenciées. De plus, en diversifiant les stratégies d'enseignement et en variant les modalités d'évaluation, ils pourraient développer des stratégies leur permettant d'avoir un accès plus grand aux disciplines scolaires, ce qui serait une meilleure transition pour tous. Alors, je voulais dire que ça a été très intéressant de travailler avec l'équipe qui a mené un travail formidable, considérant les contraintes des 2 dernières années. Et moi aussi, j'étais en remplacement de la professeure Dominique Groux, mais je suis arrivée un peu plus tôt que Mathias dans le processus, alors j'ai pu vraiment cheminer avec l'équipe pour finaliser le rapport dans les règles de qualité demandées. Merci. Je remercie doublement Micheline. D'abord parce qu'elle a porté le chapeau, la casquette du porteur de projet. Ce n'était pas facile parce qu'elle a été prise au dépourvu. C'est maintenant que je lui ai demandé justement d'apporter, de présenter les diapos qui ont été envoyés par le porteur de projet. Merci pour ce premier défi. Le deuxième défi, c'est que elle a pallié les aléas de la technologie, puisque le professeur Ationo devait intervenir à distance, mais la technologie a fait défaut. Donc là, il y a eu vraiment une bonne solution de rechange. Donc merci Micheline, et bonne présentation que tu as faite aussi va éclairer le cheminement de notre réflexion. Alors, on va ouvrir le débat à partir des 2 présentations et pour avoir vos réactions à la suite de ces restitutions, de ces 2 restitutions. Ensuite, Jacques Bézia va intervenir pour une petite synthèse. Merci. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la première présentation. Je suis Abdouaziz Njoya, sociologue, enseignant à la faculté des sciences de l'éducation, Université de Yaoundé 1. En réalité,
j'ai deux préoccupations. La première est relative à un concept qui a émergé dans la présentation qui a été faite par le professeur. Le concept de zone urbaine défavorisée. Donc en réalité, dans les recherches, dans notre contexte, généralement, nous avons deux espaces qui sont clairement définis. Nous avons le milieu urbain, nous avons le milieu rural, qui quasiment ont des caractéristiques bien distinctes. Donc je voudrais en savoir davantage sur la notion, ou tout au moins sur le terme de zone urbaine défavorisée, et quelles différences présentent-elles d'autres zones du milieu urbain. La deuxième préoccupation est relative à la méthodologie qui a été utilisée. C'est vrai, vous nous avez fait savoir que c'est une recherche mixte qui a été réalisée. Du moins, l'intention était de réaliser une étude mixte dans 3 pays, le Cameroun, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et que les études quantitatives ont été réalisées dans 3 pays. Et quant à l'étude qualitative, elle n'a été réalisée qu'en Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais savoir comment, du moins, quelle appréciation vous-même vous faites des résultats que vous avez obtenus. Parce que généralement, lorsqu'on s'engage dans une étude mixte, ayant conçu une méthodologie quantitative, le quanti est souvent standardisé dans l'optique d'apporter des éclairages pour ce qui est des différences significatives avec des informations recueillies au niveau qualitatif. Donc, je voudrais savoir, à partir des résultats que vous avez obtenus, comment vous avez pu faire, n'ayant pas travaillé au Cameroun et au Burkina Faso. Et quelle est la stratégie que vous avez mis sur pied pour combler ce manquement? Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis Monsieur Bou, je suis enseignant à l'Université de Yaoundé 1 et ma question s'adresse à professeur Micheline Joanne-Durand. Elle a exposé avec brio le système scolaire, la pédagogie, mais j'ai une question. Cette question concerne les enfants qui ont des problèmes psychologiques qui proviennent de l'instabilité des ménages. Lorsque vous constatez des contre-performances de ces enfants, par exemple du fait des parents qui vivent séparés, ou alors des parents qui ne s'entendent pas sur leur éducation ou leur projet de vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Merci. Ici. On va donner la priorité à Madame Naminata compte tenu de la loi du genre. Excuse-moi. Aide-moi. Merci beaucoup. Je prends la parole pour demander aux chercheurs. Il y a un facteur qui me semble primordial. Je ne connais pas le cas du Cameroun, mais pour ce qui est du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, ce sont les considérations culturelles et sexistes. Parce que souvent, dans ces pays-là, ce n'est pas faute de moyens qu'il y a beaucoup de déperditions dans la transition école-collège. Ce n'est pas tant faute de ressources financières pour les parents que de considérations qui relèvent souvent de la culture et notamment au détriment de la jeune fille. Beaucoup de nos parents estiment qu'investir dans la scolarisation de la jeune fille est un investissement vain.
parce qu'elle sera appelée à se marier, à aller servir une autre famille. Donc, du coup, ils ne sont pas très, très engagés dans la scolarisation de la jeune fille. Et le problème également, c'est qu'avant de terminer souvent son cycle primaire, la fillette déjà aborde l'adolescence. Et qui parle d'adolescence dans ces milieux culturels parle encore de mariage précoce. Donc je voudrais savoir, est-ce que ces aspects ont été pris en compte dans ces différentes études menées dans ces différents pays? Merci. Merci, Namina. Merci bien. Oui, Alors, très brièvement, on vous a dit voilà. très brièvement. Une partie de ma question a été déjà prise en compte par Naminata. Pour avoir été proviseur dans une petite vie ancienne, effectivement, ça relève aussi des questions sociales où dès la transition de l'école au collège, la fille devient déjà adolescente et exposée à plusieurs risques sécuritaires au niveau même de son environnement. Donc je vais laisser tomber cette question. Mais ma question revient aux deux projets. Une recommandation du professeur Arzo est de relever le niveau d'instruction des parents. Quel levier on peut actionner pour effectivement relever le niveau d'instruction? Sachant que dans nos ministères, il y a un volet alphabétisation. Est-ce que cela peut être mis à contribution? Ce qui nous amène aussi au deuxième projet qui avait comme recommandation l'implication des parents dans le choix de leurs enfants. Est-ce que le volet alphabétisation peut être pris en compte pour pouvoir juguler ce manque-là au niveau des parents? Merci beaucoup pour vos interventions particulièrement pertinentes auxquelles les collègues vont répondre. Et je donne la parole au professeur Azou. Mathias, tu accapares le micro. Tu accapares le micro. Là. Bien, merci à toutes et à tous pour cette série de questions. Sans que je sois sociologue, je pense dans la littérature, on retrouve cette notion de zone urbaine défavorisée. En Europe, je crois qu'on parle de zones urbaines prioritaires, en France particulièrement, mais ici de zones urbaines défavorisées en raison de la précarité, du niveau social donc des familles. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on appelle ça les quartiers précaires, une bonne fois pour toutes. Parce que c'est des quartiers dans lesquels tout peut arriver, du jour au lendemain, où les gens ont des revenus instables, irréguliers, et où la pauvreté règne en tout cas. Donc, je vois que cette bipartition commence à perdre de son sens en termes de répartition ou de catégorisation, en tout cas pour l'Afrique. Le deuxième point porte sur la question des méthodologies. On a bien annoncé, bon, on n'a pas pris le temps de développer, mais on avait une partie quantitative qui concerne des données secondaires qui touchent les 3 pays. Et nous avons donc dans l'analyse décliné les variables communes qui sont rencontrées pour les 3 pays et les variables, j'allais failli dire différentielles, entre ces 3 pays. Une analyse complémentaire a été réalisée avec l'étude qualitative, en Côte d'Ivoire particulièrement, mais nous n'avons pas fait une analyse comparative puisqu'on n'a pas de données de l'autre côté. Voici pourquoi, dans notre conclusion, dans nos perspectives, on indique clairement qu'il faut aller vers l'analyse des résultats qui existent. Pour le Burkina, les questions, les guides, l'enquête qualitative a été réalisée totalement. Il ne manque plus que la transcription et l'analyse. Dans le cas du Cameroun, on est en train de discuter ensemble dans l'équipe pour voir comment, par quel mécanisme on pourrait avancer pour avoir ces 2 éléments additionnels pour pouvoir enrichir donc ce travail. L'autre question, c'est les facteurs culturels. Alors, les analyses montrent clairement que la transition école-collège est
enfin, dans le cas où le chef de ménage est une femme, cela favorise la transition école-collège. Voilà, ce que je peux dire comme ça. Et donc, et pour la petite histoire, il y a si vous allez sur un site qui s'appelle 3x Web Edu TV, vous verrez donc une étude faite au Burkina sur la scolarisation des filles. Et donc, cette capsule, d'accord, retrace tous les résultats d'une analyse qui a été faite, une étude qui a été faite. Et on retrouve donc des résultats similaires, où les mères, d'accord, qui ont un niveau d'éducation élevé, en tant que chef de ménage, sont plus favorables à l'éducation, à la transition école-collège que les hommes. Ça aussi, c'est une information, je crois, importante que l'on retrouvera dans le rapport. Alors, enfin, la question de l'alphabétisation, les données montrent de plus en plus, les études montrent que plus le niveau de vie du ménage plus dans le ménage il y a des revenus, et plus cela favorise donc la transition école-collège. Donc, l'alphabétisation sera mise à contribution, bien sûr, pour augmenter aussi le niveau, d'accord, de culture, de connaissance des personnes, mais cela est couplé aussi avec la question donc des revenus par le développement des activités génératrices de revenus. C'est ce que les études montrent ces derniers temps et qu'il y a une association entre ces deux éléments. Donc, pourquoi ne pas les prendre en compte dans des perspectives d'amélioration de la transition école-collège? Voici ce que je pouvais dire. Merci. Merci, professeur Azou. Si Mathias a quelques éléments à ajouter, c'est bon. Micheline, c'est à toi maintenant. Moi, je vais répondre à une autre question. De reprendre le double statut, là. Oui, voilà, le troisième statut. Alors, quand on parle des enfants qui fréquentent l'école, alors bien sûr, un enfant arrive à l'école, on peut le nourrir s'il a faim, on peut le soigner s'il est malade. S'il vit dans un milieu où les parents sont absents, où un des parents est malade, ou s'il vit chez la famille, ou plein de situations qui influencent nécessairement son développement socio-émotif, socio-affectif. L'école est là pour apprendre, mais aussi pour soutenir les élèves dans ce développement-là, parce qu'on sait qu'un enfant qui n'est pas bien nourri ne peut pas bien apprendre, mais un enfant qui vit des problèmes socio-émotifs trop importants n'est pas non plus disponible à apprendre. Alors, c'est dans la relation entre le maître et les élèves qu'il faut créer dans le fond, une façon de pouvoir être attentif à ces besoins-là et d'y répondre de la façon dont l'école peut y répondre. Donc, on ne peut pas régler les problèmes de la famille, mais on peut agir sur l'élève qui fréquente la classe. Alors, je pense qu'en créant des activités qui vont aller chercher plus les aspects sociaux, les aspects émotifs, plus retravailler avec la collaboration, plus avoir des moments de partage, que ce soit entre les élèves ou entre l'élève et l'enseignant. Donc, on pourrait ainsi garantir une meilleure ouverture de ces élèves-là aux apprentissages et ainsi favoriser leur réussite. Alors, je crois qu'il n'y a aucun élève qui arrive un matin où il n'y a pas toujours quelque chose qui se passe, alors que ce soit dans le quotidien ou que ce soit une situation qui est dans le continu, il faut prévoir des moments pour pouvoir le partager et pour pouvoir lui faire vivre justement une relation significative avec les autres personnes, la communauté autour, et favoriser des activités qui vont lui permettre de s'engager, de s'impliquer, de le motiver et de passer à autre chose pour que lui prenne en main ses propres apprentissages, qui deviennent lui plus autonome dans sa façon d'aborder ses apprentissages. Merci Micheline pour ces apports complémentaires. Je voudrais préciser que par rapport à la configuration de la séance, de l'ensemble des séances, au terme de chaque séance, on procède à une petite synthèse. Et la tâche est confiée pour la présente séance à Jacques Béziat, qui est un orfèvre en la matière. Et on va lui demander justement de procéder à cette synthèse synthétique. Ta confiance me touche. Comment dire, oui, il me revient de prendre
les derniers mots sur cette matinée après des échanges qui ont été riches, donc c'est déjà compliqué. Ouais. Et à une heure où le buffet est déjà dressé, donc je pense qu'il y a la pression. Donc une forte attente peut-être, j'espère, sur les propos proposés et aussi peut-être sur notre capacité à sortir rapidement de cette salle. Donc je vais essayer de faire bref, mais par contre je vais retenir 5 points, oui, des échanges. Le choix est à la fois subjectif, mais aussi il est un petit peu un vote majoritaire à l'oreille, c'est-à-dire des choses dont on a le plus parlé, et je le fais à ma manière. Donc je vous propose plutôt une promenade autour des propos, enfin pas d'ambulation, mais une promenade autour des propos, que je prends dans l'ordre des notes que j'ai prises. À commencer sur l'insuffisance des moyens. Je crois qu'on va passer 3 jours à constater tous ensemble qu'il y a des moyens insuffisants. Alors sans doute, oui. Alors sur les questions de bibliothèque, c'est important de nommer les choses. Ça manque de bibliothèque, il faut le dire. Ça manque de livres dans la bibliothèque, il faut le dire. Et peut-être avoir aussi un courage politique à dire il faut équiper massivement de livres, etc. On était le mois dernier à Djibouti, donc on nous a fait visiter une bibliothèque d'école. Donc c'est dire si ces lieux sont importants, et il faut les respecter et les encourager. Ça manque d'enseignants. Alors d'enseignants qualifiés, on en reparlera cet après-midi sur les questions des collèges de proximité. Mais la qualification d'enseignants est importante, pas seulement des adultes en face des élèves, mais des adultes formés à s'adresser à des élèves. Je crois que c'est important. Et sur les questions de genre aussi, j'en parlais en dernier. Et sur les ressources didactiques et manuelles. Et là, j'irai vite dans mon commentaire. C'est-à-dire qu'à la fois, on a évoqué, on l'a entendu dans la conférence de ce matin, c'est la question curriculaire et la question des ressources. Et en fait, je crois qu'il y a aussi un besoin important de clarifier ce qu'est un curriculum, ce que sont des ressources scolaires, des ressources pour les élèves et des ressources, des guides du maître, des ressources pour les enseignants. Je vous dis ça pour avoir une expérience d'un FSPI sur lequel on est intervenu avec mes collègues de Caen Normandie, donc où en fait on avait affaire à des collègues sud qui en fait voulaient qu'on achève de finir de la production de manuels scolaires totalement acontextuels. Déjà ça nous a posé un problème, et avec le sous-entendu qui est en faisant les manuels, on va demander aux enseignants d'appliquer le manuel pour que ça marche. Autrement dit, l'enseignant n'est pas formé, il devient un opérateur de ressources éducatives qui devrait fonctionner tout seul sur les tables. Et je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Il faut commencer par, à partir du curriculum, produire des guides du maître qui disent aux enseignants comment comprendre, interpréter et adapter le curriculum, et éventuellement, accessoirement, leur proposer des manuels, des manuels d'activité avec les élèves, mais de respecter l'enseignant dans sa fonction de création pédagogique. Si on infantilise l'enseignant dans son geste professionnel en ne voulant produire que des manuels élèves et que l'enseignant ne se positionne pas au-dessus du manuel, il n'est qu'un opérateur de ressources. Le problème risque de durer. Je pense qu'il faut vraiment accepter cette idée qu'être enseignant, c'est un métier d'intellectuel. Et donc, quand il y a un curriculum, il faut qu'en face du curriculum, il y a un guide du maître qui dise comment comprendre et s'approprier le curriculum, et à partir de ce guide du maître, produire des ressources que l'enseignant peut choisir d'utiliser ou pas, mais qu'on ne passe pas par l'injonction et l'obligation d'utiliser des manuels scolaires. Qu'on forme des intellectuels, pas des opérateurs de ressources. Et alors, c'est pas dit comme ça ce matin, mais je l'entends aussi comme ça, parce que c'est aussi ma sensibilité. Il faut respecter cette qualité intellectuelle que les enseignants doivent avoir. Et là, en fait, on va bouger dans notre manière de parler de la compétence de ces enseignants qu'il faut former. Former d'enseignants, c'est pas incantatoire, c'est pas magique. Ça passe aussi par cette idée d'accepter d'avoir des gens qui, d'un point de vue intellectuel, sont autonomes par rapport au programme qu'ils ont appliqué. Et là, la question des localisations qui ont été évoquées ce matin peut se résoudre parce que là, pour le coup, l'enseignant qui est sur le terrain a l'intelligence du terrain et peut localiser les ressources qui lui sont proposées. Et je pense que le problème, si on ne prend pas dans ce sens-là, on va rester bloqué sur cette idée qu'il faut trouver la bonne ressource qui marche bien. Il faut vraiment se méfier de toutes les approches solutionnistes. Je le crois, ça j'en suis convaincu. Sur les parents, alors je vais aller vite et je souscris à ce qui a été dit, mais comment dire, pour que les parents participent, il faut qu'ils se sentent légitimes pour discuter avec l'école. Si eux-mêmes ont des trajectoires compliquées avec l'école, c'est compliqué qu'ils puissent se sentir légitimes, donc des interlocuteurs légitimes devant l'école. Et je crois qu'il y a un gros travail de terrain au niveau des politiques locales, de faire en sorte que les parents, quelle que soit leur histoire scolaire et leurs difficultés scolaires, se sentent légitimes à aller parler au sein d'un conseil d'école. Et là, c'est pas juste, là encore, c'est pas incantatoire. Les solutions, elles sont très anthropologiques. C'est d'aller auprès des parents et de dire, mais tout le monde a le droit de parler de ses enfants au milieu scolaire, quelle que soit ton histoire à l'école.
donc de dépasser un petit peu parfois ces difficultés biographiques que les parents ont, et finalement délèguent à l'école l'autorité d'éduquer le gamin. Bien sûr que l'école a de l'autorité, mais ce n'est pas un abandon de l'enfant à l'école. Et là, ça se travaille, et là encore, on n'est pas dans un allant de soi. Il y a un troisième non allant de soi que j'ai entendu ce matin, sont établir des continuités pratiques. Il y a un gros souci d'établir des continuités, et je souscris parfaitement à ça. Sauf que je crois qu'on oublie quelque chose. On oublie aussi le désir que les gamins de l'école primaire ont envie de grandir. C'est-à-dire de faire comme les grands au collège, de vivre autrement l'école, autre chose à l'école, et de grandir. Passer au collège, c'est aussi grandir, et grandir, c'est chouette. Et ça, si on entoure trop l'enfant de nos propres craintes, de l'idée qu'il puisse mal tourner au collège, on le maintient dans une infantilisation un petit peu prolongée, que je trouve problématique. À la fois, bien sûr, qu'il faut les protéger, bien sûr qu'il faut des continuités, et je préfère le terme de cohérence à continuité. C'est-à-dire, il faut être cohérent entre l'école primaire et le collège, pas nécessairement dans la continuité, il faut aussi que les élèves apprennent à vivre dans la rupture, la disruption et la discontinuité, c'est-à-dire accepter que la vie puisse aussi nous bousculer un peu. Et si on arrive à travailler sur ce désir de grandir de l'enfant, quelque part on résout certaines des problématiques qu'il y a dans cette entrée au collège. Dans les quatrièmes non allant de soi, c'est cette idée effectivement qu'il faille préparer l'élève à entrer au collège, l'élève de CM2. Je suis là, avant d'être universitaire, j'ai une longue carrière d'instituteur, donc je souscris parfaitement à ces propos. Sauf qu'il faut aussi peut-être préparer les grands du collège à accueillir les petits de l'école primaire. C'est-à-dire que j'ai travaillé de longues années en tant qu'enseignant à l'école maternelle, j'étais de la maternelle jusqu'en enseignement spécialisé, et on recevait très régulièrement des élèves de l'école primaire à côté, des CM2, des CP, des C20, qui venaient lire des histoires et faire des choses dans l'école. Autrement dit, se montrer en tant que grand chez les petits, et montrer que l'école élémentaire dans laquelle je suis est quelque chose de désirable, à travailler sur le désir. Alors, ça peut paraître un peu plus bizarre au collège, parce qu'au collège, les enfants, et je crois que c'est vrai partout dans le monde, ont la sale habitude d'être bêtes, un peu moches et un peu méchants. Donc, c'est sans doute plus difficile à organiser avec des élèves du collège qui grandissent en pleine poussée pubertaire. Et donc, mais il faut quand même faire ce pari positif de se dire qu'on peut effectivement convaincre des élèves de collège d'aller faire du lien eux-mêmes à partir du collège dans l'école primaire. Et donc, pas penser juste en train de dire il faut entourer l'élève, bien sûr qu'il faut le faire, mais aussi, il faut aussi que les grands apprennent à être sympas avec les petits. Je le crois. Et enfin, dans les derniers allants de soi, donc sur la question des genres. Alors là, on est sur un problème massif. Alors, vous appelez Aminata, je crois l'avoir compris. En fait, je souscris totalement à ce que vous dites. C'est-à-dire que je pense qu'il faut dépasser une analyse en stéréotypique et une analyse confortable, parce qu'il suffirait de dénoncer le stéréotype. Je pense que les leviers qui sont à l'œuvre sont beaucoup plus violents, puissants et pervers que ça, qu'un simple travail sur des stéréotypes. Ah, je me suis trompé d'image. Et en fait, alors la question économique, les familles qui sont en tension de moyens, et on le voit et c'est raconté dans les projets, vont plutôt investir sur le garçon. Voilà, par exemple. Et donc la fille tout de suite, déjà, premièrement, elle est pénalisée là-dessus. Il y a les questions idéologiques. Les questions idéologiques, alors, quelles qu'elles soient, sexistes, hautes, etc. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je crois que vous avez tous votre idée sur la question. Et la question des infrastructures, c'est des collèges où les filles, à l'âge pubertaire, n'ont pas des toilettes qui permettent effectivement qu'elles se sentent respectées, est un levier d'exclusion. Elles peuvent ne plus vouloir aller à l'école. Et donc là, je crois que ce sont de vraies questions, qui sont des questions qui... C'est pas englobé dans une question de stéréotypie, ce sont des heuristiques, des leviers très forts qui fonctionnent à la fois séparément et qui s'empilent, en fait, qui donnent une épaisseur un petit peu à la scolarisation des filles qui est problématique. Et je crois qu'il faut vraiment, je veux dire, politiquement, appréhender la question idéologique, la question économique, voir ce qu'on peut faire, et sur la question d'infrastructure, prendre ses responsabilités. Autrement dit, je reste convaincu qu'il y a une réponse politique à chacun de ces trois points, et j'en ai très certainement oublié en matière de sexisme. Voilà, mais j'ai pris ces trois-là parce que je les ai entendus. Mais je crois qu'il faut vraiment nommer les choses, et après avoir nommé les choses, proposer des solutions politiques pour répondre à ce problème. Pas juste se satisfaire de l'idée qu'il y aurait des stéréotypes qui traîneraient. Les stéréotypes ne se construisent qu'après coup de ces problématiques-là.
Merci, C'est mon Jacques. avis personnel. Merci. Je vous remercie. C'est bon. Merci. Je voudrais donc réitérer mes vifs remerciements aux intervenants, aux participants, aux synthétiseurs, si je m'exprime ainsi, pour la qualité des interventions, la qualité des apports, et pour avoir surtout réussir cette corrélation entre les concepts, entre les notions, entre le cadre conceptuel, méthodologique et les éléments des différents contextes. Et c'est dans cette perspective que s'engage évidemment à prendre dans sa logique de la recherche-action. Donc, je voudrais donc clore cette première séance. Je crois qu'on va avoir que cette séance a permis une bonne transition pour la deuxième séance de l'après-midi.